Bonjour Raphaël, merci d'être là pour un deuxième épisode. C'est une deuxième partie en fait de l'entretien qu'on a commencé la semaine dernière. Je pense qu'on va continuer un peu dans notre lancée et en fait reprendre peut-être là où Léo Strauss nous avait laissé, puisque dans les phases un petit peu de ce qu'il explique comme étant les phases du sionisme ou des arguments sionistes, il y a cette troisième phase qui est celle du sionisme religieux. Et je pense peut-être qu'on pourrait reprendre cette question, c'est toi qui me l'as suggéré, on pourrait reprendre cette question de manière historique. L'un des moments importants, disons, c'est la naissance du sionisme religieux au sein de l'ancien Yishuv, c'est-à-dire parmi les communautés juives qui vivaient déjà en Palestine, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a deux foyers. Le foyer, donc, c'est l'ancien Yishuv, donc c'est en Palestine. Et puis, il y a un deuxième foyer qui est en Europe centrale et orientale. Et en gros, disons, toute cette histoire se lit à partir des années 10. Dans les années 10, il y a, disons, des formes d'organisation politique très hiérarchisées, etc., qui se créent. Et par exemple, au sein de l'antisionisme religieux, on a des structures fédérales, politiques et religieuses qui naissent, disons, en 1912, il crée une structure fédérale de juifs orthodoxes antisionistes qui s'appelle l'Agudat Israël. Et disons, bon, donc c'est une structure fédérale relativement hiérarchisée, mais chaque branche conserve tout de même une autonomie à la fois religieuse et politique. Et donc, il y a des branches partout en Europe orientale, notamment au sein des communautés hassidiques. Et puis, il y a une branche en Palestine. Et puis, dans les années 30, il y a une rupture entre la Goudat Israël et la partie de la Goudat Israël au sein de l'ancien Yishuv qui prend le nom de la Haïda Haridite. Parce qu'en fait, la Gouda, donc, gardait des positions théoriques antisionistes, considère, disons, que une grande partie, disons, des migrants en Palestine se rendent coupables, disons, de collaboration avec des autorités hérétiques. En fait, c'est une partie historique du judaïsme qui est très très peu connue. Ouais, Mais en fait, ce dont tu parles, c'est une fondation historique de l'antisionisme religieux. ouais, exact. Donc, si je dois un peu essayer de résumer, en 1912, il y a un congrès, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. En gros, il y a comme une fondation en congrès d'un mouvement fédéral qui est la Goudat Israël. En fait, voilà, c'est le problème, c'est on connaît peu l'histoire pré 48. Absolument. Et donc bon, en fait, la rupture qui se produit dans les années 30, c'est vraiment sur la question politique. C'est-à-dire, il refuse tout compromis avec les autorités sionistes. Et l'autre qui défend, disons, cette vision qui prétend stratégique en disant si on reste anti-sioniste de droit, de fait, on est bien obligé de collaborer avec les autorités sionistes. D'accord. En vérité, D'accord. se produit une division sur cette question, Ok. c'est-à-dire celle du compromis ou celle du non-compromis. Et de la même manière, bon, l'histoire du sionisme religieux ressemble beaucoup. Donc de la même manière, il y a des migrations pré-48 disons, de figures du sionisme religieux et également du sionisme politique, etc. Et donc il y a déjà une gauche et une droite qui sont structurées, qui ont des organisations paramilitaires. Et bon, dès cette époque-là, il y a des attentats, disons, contre les organisations antisionistes. Il y a un certain nombre d'assassinats comment dire, de diplomates antisionistes juifs, etc., etc.
Mais bon, voilà, tout ça est une histoire relativement peu connue. Absolument, mais c'est très intéressant. Y compris, disons, l'histoire des groupes paramilitaires, à la fois de la gauche syndicale, de la droite, qui ont directement, comment dire, fusionné pour former l'armée de défense d'Israël. Absolument. Absolument. C'est vraiment absolument nouveau comme histoire. Je suis très très heureux de pouvoir essayer d'en raconter un morceau ici. Au même moment où il y a une colonisation non officielle de la Palestine, donc où des Palestiniens commencent déjà avant 1947 à être repoussés, expropriés, il y a une guerre intestine entre les Juifs implantés, notamment ceux qui sont contre l'établissement d'un État et ceux qui sont pour, avec, comme tu m'as dit, si j'ai bien compris, des assassinats de Juifs antisionistes en Palestine. Ouais, c'est ça. Ouais. Par exemple, le rabbin Sonnenfeld, donc qui est le leader de la Haïda Harédite, donc qui a fait sécession, qui a refusé le compromis, etc. Et qui par ailleurs avait des relations avec des dirigeants sionistes religieux. Il charge un émissaire qui s'appelle Jacob Israël de Han, qui est un néerlandais, donc qui a fait sa teshuva, qui est venu s'installer en Palestine, et qui donc au début était sioniste, et puis après est devenu très très radicalement anti-sioniste. Et donc de Han, c'est en quelque sorte un diplomate qui va négocier avec les dirigeants arabes. Et en 1924, si je ne me trompe pas, il se fait assassiner par la Haganah, c'est-à-dire par le groupe paramilitaire rattaché à la gauche syndicale sioniste. Et du coup, aujourd'hui encore, on voit que les Neturei Karta, disons dans leurs diverses branches, célèbrent sa figure, etc. Chaque année. C'est vraiment une figure centrale, quoi. Et pour le coup, voilà, un juif néerlandais assimilé qui est retourné à l'orthodoxie, etc. Bon, c'est une histoire vraiment intéressante. Sa biographie vraiment très intéressante, et je la connais assez peu pour tout dire, mais c'est vraiment très important de connaître des figures comme ça. C'est extrêmement important. Je savais pas du tout qu'il était révéré par les Neturei Karta, mais ça m'étonne pas vraiment. Ah ouais, complètement. Et du coup, bon, en gros, il y a 3 organisations paramilitaires, donc qui sont l'Irgun, qui est rattaché à la droite, donc la Haganah, qui est rattachée à la gauche, et il y a un groupe qu'on appelle le Lehi, qui est un groupe terroriste, qui sont assez proche de l'extrême droite, et qui, dans les années 30, prônait un rapprochement avec Hitler. Au nom des intérêts sionistes et anti-britanniques, par exemple. Je pense que c'est, si je peux me permettre une petite remarque, pour reparler du reportage de Vice dont on parlait dans l'émission précédente, ça c'est l'exemple que tu donnes à l'instant, c'est peut-être le genre de choses que Neturei Karta sait et que le journaliste de Vice ne sait pas. Ouais. En vérité, par exemple, l'anthropologue Mike Davis, il a écrit une histoire de la voiture piégée. Donc, il retrace, disons, toute l'histoire de la voiture piégée depuis sa naissance, depuis son utilisation par des anarchistes aux États-Unis d'origine italienne, jusqu'à, disons, les guerres au Moyen-Orient, les guerres américaines au Moyen-Orient. Et ce qui montre, c'est que, par exemple, l'usage de la voiture piégée, il arrive très tôt en Palestine. Et il est utilisé par les organisations sionistes. Et disons, cet usage de la voiture piégée mais aussi de diverses formes d'attentats. On le retrouve aussi au sein, par exemple, de la section juive du Parti communiste. Donc, ce qui est important de remarquer, il me semble, c'est que, disons, l'histoire du terrorisme sioniste, elle est assez ancienne en vérité. Bien avant, disons qu'émerge la figure du Mossad, etc.,
qui a également massivement utilisé des voitures piégées, etc., souvent déguisées, souvent par des émissaires arabes, etc. Enfin, tout ça, c'est des histoires très complexes d'attentats ciblés, etc. Enfin, c'est une histoire vraiment, c'est assez difficile de s'y repérer, mais bon, disons que les organisations sionistes ont utilisé très tôt ce genre de forme d'attentat terroriste, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, pour les diriger contre des juifs antisionistes, on imagine aussi des Palestiniens, enfin surtout des Palestiniens, j'imagine. Oui, des dirigeants arabes, des dirigeants britanniques et des dirigeants antisionistes. C'est-à-dire des ambassadeurs, par exemple, des dirigeants militaires arabes, etc. etc. Mais disons, il y avait des formes comment dire, de violences terroristes, de massacres, etc., bien avant 1948. Donc, en fait, l'histoire qu'il faut rappeler, c'est ce fameux congrès en 1912. Il y a eu cette volonté d'établir avec donc l'établissement de l'Agudat Israël, si je suis bien, cette volonté d'établir une force antisioniste religieuse. En fait, déjà, en fait, on peut pas vraiment véritablement parler d'une organisation politique. C'est avant tout une organisation religieuse. Bien sûr. Et de fait, ce qui est très important, c'est qu'elle adopte des positions antisionistes politiques très claires, et y compris des positions religieuses très claires. Et ensuite, donc du coup, la plupart ils appartiennent au courant hassidique, et en vérité, non, ils vont pas en Palestine. Précisément puisqu'il y a ce dont on avait parlé la dernière fois, c'est-à-dire ce décret d'exil depuis la destruction du Second Temple. Bien sûr, donc ils restent en Biélorussie, etc., là d'où ils viennent. En fait, cette volonté de comment dire, de garder ce commandement religieux, c'est ça qui les a appelés à rester en Europe. Oui, notamment San Satmar, puisque disons dans les travaux, comment dire, on pourrait dire théologiques du grand Rébé, c'est tout tourne autour de ce fameux passage du Talmud qui est consacré au décret divin. C'est-à-dire avec cette idée que le retour en Palestine s'opérera dans les temps messianiques. Et donc toi, tu soutiens que l'antisionisme religieux n'est pas mort? Ah non. En vérité, être antisioniste, c'est pas ce qui constitue notre être, quoi, je veux dire. L'idée, c'est on reste juif, et pour rester juif, il faut être antisioniste. C'est plutôt, disons, dans ce sens-là que j'imagine la chose. Et du coup, l'antisionisme ne fait que découler de cet effort pour rester juif, qui est un effort qu'on trouve au sein d'une partie de l'orthodoxie.